Merci Valérie. Euh, Moi, je ressens, en t'écoutant, là, comme tout à l'heure, je ressens des sensations différentes. Je ressens de la joie, je sens de l'envie aussi, de la jalousie pour moi, et de la tristesse, parce que l'exemple que nous avons choisi, que je vais partager avec vous, c'est justement moi un cas où, une situation où je n'ai pas osé. Et ça remonte à il y a quelques années. Je n'ai pas commencé ma carrière professionnelle dans le monde de l'entreprise. J'ai commencé à l'armée il y a 30 ans. Et j'ai 26 ans. Je suis jeune officier à la Légion étrangère. Je viens d'être affecté en Guyane, le régiment de la jungle. Et j'apprends que dans quelques jours, je vais diriger une très grande mission profonde. Une mission profonde, c'est 40 légionnaires qui vont partir très lourdement chargés au cœur de la Guyane. Une mission qui s'avère très difficile, dans une région qui n'a encore jamais été explorée, vraiment au cœur de la jungle. Nous savons également que nous ne serons pas ravitaillés par hélicoptère en cours de mission, ce qui signifie que nous devrons partir avec l'intégralité des vivres pour 40 hommes, pour 35 jours prévus de mission, plus 3 jours de supplément au cas où. Les moyens sont assez rudimentaires, il n'y a pas de GPS, ça ne franchit pas la canopée, en tout cas pas à l'époque. Pas de cartographie couleur parce que l'IGN ne fabrique plus de cartes de ces parties de la Guyane qui ne se vendent pas puisque personne n'y va. Donc nous gardons religieusement les quelques exemplaires de cartes. Nous en faisons des photocopies noir et blanc et je vais partir avec ça comme tous les officiers du régiment. Et voilà, et la mission donc se prépare puis démarre. Et la mission est en cours depuis déjà 3 semaines. Euh, On a avancé au rythme où nous devions avancer, en pirogue au départ, et puis ensuite dans notre progression à pied, au cœur de la jungle. Les hommes sont fatigués, je vois les vivres progressivement diminuer, la fatigue de plus en plus présente au sein de la section. Et puis, après donc 3 semaines de marche ou un peu plus, en début d'après-midi, un jour, en regardant ma carte, je vois que le tracé que donc j'avais préparé, le lieutenant est celui qui s'occupe de la topographie. On considère même que c'est le seul maître après Dieu, puisqu'il n'y a aucune liaison phonique avec la base arrière qui passe dans cette jungle. Et donc c'est moi qui ai tracé le cap depuis le début, j'avais préparé ça et je suis scrupuleusement, j'avais préparé aussi les bivouacs que nous ferions chaque nuit pour atteindre au bout de 35 jours le point d'arrivée où on pourrait nous récupérer au bord d'un fleuve. Et là je vois sur la carte que j'ai un gros trou blanc sur lequel il est marqué nuage. Oui, parce qu'en fait, le jour de la photo aérienne par l'IGN, il y avait un nuage, donc ils n'ont pas inventé ce qu'il y avait dessous, mais ils ont marqué nuage. Ils ont eu la gentillesse de marquer sur cette pastille blanche nuage. La pastille fait à peu près la taille d'une demi-journée de marche sur une carte au 25 millième et au rythme auquel nous progressons compte tenu des charges que nous avons. Et là, j'ai deux choix possibles. Soit je contourne en restant sur le terrain connu, mais qui va nous rallonger, soit je traverse en traversant vraiment l'inconnu. Et je décide seul, très vite, sans en parler à quiconque, que je me sens capable de traverser ce trou blanc et que je me recalerai derrière sans difficulté. C'est donc ce que je fais. Et le soir, contrairement à ce que j'avais imaginé, au bivouac, tout le monde se couche et je ne sais toujours pas où nous sommes. Et puis, un jour va se passer, puis 2 jours, on continue de marcher et je ne sais toujours pas où nous sommes. Là, ce que je ressens à l'intérieur, c'est beaucoup d'émotions, des émotions, des tensions très fortes, des tensions liées à l'opposition, au combat intérieur que j'ai entre la façade et le calme apparent que je veux afficher. Je maîtrise, tout va bien. Et ce qui se passe à l'intérieur, je ne sais pas où on est au cœur de nulle part. Et si je ne retrouve pas rapidement notre route, on va peut-être tous mourir. Je pourrais en parler, mais je ne le fais pas. Ça fait déjà 2 jours que je choisis de ne rien dire.
Le soir au bivouac, mes sous-officiers me disent «Ça va mon lieutenant, on est où?» Je reste très très évasif. En fait, leur inconscient a déjà perçu qu'il se passe quelque chose. Et moi, je continue de leur mentir, je continue de m'enfoncer dans ce mensonge. Et plus je mens, plus je sens que je vais avoir du mal à faire marche arrière. Plus je m'enferme, plus je me sens piégé par ce mensonge que je construis. Et puis un troisième jour, même chose. Et là, le soir au bivouac, je me sens effondré. Du coup, plusieurs personnes viennent me voir en me disant «Ça va? Oui, oui, je suis fatigué. Foutez-moi la paix.» Et je vais passer une nuit blanche terrible. Je n'arriverai pas à trouver le sommeil. Et toute la nuit, je vais avoir des pensées et des visions terribles de ce qui pourrait se passer si je ne retrouve pas notre route. Pas un instant ne m'effleure l'idée que je pourrais le partager avec les autres, que je pourrais partager mon poids, que je pourrais leur dire j'ai besoin de votre aide. Et ensemble, on va trouver une situation, une solution. Non, non, je suis là seul, parce que dans mes schémas de représentation, l'officier, c'est celui qui sait. L'officier, c'est celui qui dit. Et le leader, il ne peut pas faillir, il doit maîtriser. Voilà. Donc je m'enferme dans ce carcan complètement étouffant. Et cette nuit est terrible, et elle est tellement terrible que je vois des images je me sens honteux, je me dis mais comment je vais faire si, quand je vais devoir affronter leur regard et leur dire les gars, je vous ai menti, je vous ai perdu, je vous ai perdu, comme si c'est moi qui les avais perdus, je vous ai menti, je vous ai trahi, non, c'est trop fort, je ne pourrais pas vivre ça, je ne peux pas assumer ça. Et donc pour l'unique fois de ma vie, je me dis, si demain je n'ai pas retrouvé notre route, comme je ne pourrais pas assumer leur regard, alors je mettrai fin à mes jours. J'ai mon arme, comme chacun d'entre nous, avec nos munitions, et je me mettrai une balle dans la bouche. Mais jamais je pourrai affronter leur regard et leur dire « j'ai failli ». C'est dur encore aujourd'hui, je le sens. Quelle lourdeur, quel enfermement. Et le lendemain, 4e jour, à un moment, en début d'après-midi, une espèce d'illumination, quelque chose descend sur moi, où je me reconnecte à quelque chose de plus grand, et je dis, mais c'est là qu'on est. Et du coup, le légionnaire qui m'accompagne, qui compte les pas pour m'aider à estimer notre progression, me dit, maintenant, on est où là? Je lui dis, on est là, et dans 800 mètres, on va tomber sur ce carrefour de criques, et c'est là qu'on va s'arrêter pour ce soir. On fera notre bivouac ici, tout le monde est fatigué, on va s'arrêter là pour ce soir. Donc je lui dis 800 ou 900 mètres, je ne sais plus, et à 800 ou 910 mètres, c'est-à-dire en gros 2 heures après quand même, en progression en Guyane, qui a l'air d'en haut tout plat, mais c'est comme ça la jungle. Et quand vous êtes chargé, comme nous étions chargés à l'époque, ça prend du temps pour avancer, défricher, ouvrir un layon à coup de coupe-coupe, et permettre aux hommes lourdement chargés d'avancer. Et donc à 10 mètres de plus que ce que j'ai annoncé, paf, on tombe sur le carrefour de criques. Et là, au lieu d'annoncer, d'oser révéler ce qui s'est passé, ce que j'ai vécu de tellement turbulent pendant 4 jours, mon légionnaire est impressionné, et je vais tacitement accepter de créer un nouveau mensonge, un nouveau mythe, quand ce gars va colporter partout la rumeur selon laquelle je suis ceinture noire 17e dan de topographie. Je suis le dieu réincarné de la topographie. Au bout de 25 jours, au cœur de la jungle, il m'a dit 900 mètres, et à 910 mètres, on a trouvé le point qu'il avait indiqué. Il est trop fort, le lieutenant. Et je n'ai même pas le courage de dire stop, arrêtons ça. Tout ça, c'est du mensonge. Non, j'ai besoin de vous dire ce que j'ai vécu. Tout ça, je le ravale. Et je me glisse dans ces faux habits qui ne sont pas les miens, du super champion, leader, qui ne faillit jamais, et qui en plus voilà, a trouvé la voie à 10 mètres près. C'est la première fois que je raconte cette histoire quand on a préparé cet atelier ensemble. J'avais enfoui ça dans un coin de ma mémoire, et spontanément c'est revenu. Avec le passé, qu'est-ce que j'en ai retiré? Je me rends compte combien j'étais à l'époque pétri de certitudes, de croyances sur ce que doit être ou ce que ne doit pas être un leader. Je dois et il faut
maîtriser, il faut être parfait, il faut être fort. J'avais peur de mes fragilités, j'avais peur de mes imperfections. J'ai même pas imaginé un instant que si j'avais partagé avec eux mes doutes, ensemble, très vite le lendemain, on se serait recalé. Il y a plusieurs cerveaux, on aurait dit, bah ouais, a priori on est là ou là, et très vite on aurait retrouvé ça, notre chemin. Non, je ne pouvais pas. Je me suis enfermé dans mes schémas, mes représentations de ce que doit être ou ne pas être un leader, du fait que je dois faire seul, je ne peux pas demander. Faire seul, décider, ne pas demander, ne pas paraître faible. Tout ça me paraît tellement dérisoire aujourd'hui et en même temps, je prends conscience combien on est passé tellement proche, comment on était sur le fil du rasoir à ce moment-là. En fait, j'étais pris dans l'enfermement de mes croyances, de mes schémas de représentation, de mes peurs, dans l'enfermement de mon ego. Et pris dans cet enfermement, je me suis mis en danger. Et j'ai mis en danger le collectif. Voilà. C'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Et cette leçon que je n'ai jamais oubliée, même si elle était restée dans un coin de ma mémoire, et même si avant vous, je ne l'ai jamais partagée à quiconque. Je crois qu'elle m'a servi par la suite à commencer progressivement, lentement, mais à mon rythme, à changer mon logiciel de fonctionnement et peut-être mes schémas de représentation. Merci Olivier. Merci. Évidemment, à l'époque, je me suis dit que c'était pour les rassurer, pour les protéger, eux, que je n'allais pas leur partager mes doutes. Mais en réalité, avec le recul, je sais bien qu'au fond de moi, il y a quelque chose qui dit non, ça n'est pas vrai. D'abord, les protéger, les rassurer, ce ne sont pas des petits bébés. Si je fais ça, je ne les remets pas dans leur puissance. Ça veut dire que je ne leur fais pas confiance, sur leur capacité à accueillir la situation. Et comment ils feront le jour où je ne serai pas là pour les protéger, mes bébés. Et 2, sur leur capacité à trouver des solutions, là où moi, je n'en ai plus aucune. Donc en réalité, et je ne parle que de ma situation là, je ne veux pas en faire une généralité, mais ce que je peux dire, c'est que là où mon ego me disait c'est bien sûr pour les rassurer eux, la vérité c'est que c'était pour me protéger moi, parce que parce que dans ma construction, mon schéma du leader c'était celui qui assume, qui maîtrise, mais du coup enfermé et qui ne peut pas laisser le vivant circuler en lui. Il n'y a pas de puissance. Pour ceux qui pratiquent les arts martiaux, ils savent très bien que ça ne part pas d'ici. Ça part des hanches, c'est tout le corps, l'énergie elle part de là. Et ça, si je suis dans la maîtrise, je le bloque, je le contrains. Et c'est beaucoup moins puissant. Si je peux parler de ça aujourd'hui, c'est parce que je ne suis pas dans la négation de ce que j'ai vécu à d'autres moments. Et je pense qu'à certains moments de ma vie, j'ai pu être parfois dans le ou. Parce que quand j'étais jeune, pour moi, c'était blanc ou noir. Voilà. Et entre les deux, c'est tranché comme un coup de sabre. Mais quand tu regardes le symbole du yin et du yang, non en fait, il y a du blanc dans le noir et il y a du noir dans le blanc. Et en plus, ce symbole, il est à voir en mouvement normalement. Et donc aujourd'hui, je peux réunir tout ça et être non pas dans le ou, mais dans le et. Et je vois aussi dans ce que je vivais à cette époque-là et dans ma manière de faire les choses de la force. Et je vois aussi la part de fragilité, je vois aussi la part de lumière qu'il pouvait y avoir et aussi les ombres qui poussaient à certains de ces comportements. On revient à l'iceberg qu'on évoquait hier, c'est ce qui se passe sous la surface de l'eau qui fait émerger ce qui se voit à l'extérieur. Et donc voilà, aujourd'hui je peux être dans la réunification de tout ça, autant que je le peux, et en acceptant qu'à certains moments je continue de faillir encore, de ne pas y arriver. Et c'est ok, je suis plus obligé aujourd'hui de serrer les dents en me disant je veux devenir Bouddha qui a atteint la transcendance ou je ne sais quoi. Non, j'ai envie d'avancer sur mon chemin de vie, et aussi en ayant le droit de temps en temps de ne pas y arriver, de continuer à juger l'autre, ok, merde, et ben tant pis, ça fait aussi du bien. Et c'est comme ça, et c'est ça aussi le mouvement de la vie. Et si je peux accepter tout ça, mais en conscience, alors j'ai l'impression que j'avance sur mon chemin.